On va maintenant écouter Gilles Goudgebeur, rédacteur en chef de Sport et Vie, de Zatopek Magazine et également chroniqueur à la RTBF. Et il va prendre le relais pour aborder les difficultés rencontrées par le sport féminin tout au long de l'histoire. Merci beaucoup, merci pour l'organisation. Et effectivement, on prend le relais de la présentation précédente qui se concluait par le fait que la pratique du sport féminin était effectivement le fruit d'une lutte et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Donc ben voilà, l'intitulé de cet exposé, c'est pourquoi tant de haine, pourquoi tant de difficultés pour se faire reconnaître en tant que sportive tout au long de l'histoire. Et à l'image de cette barreuse qui est jetée à l'eau par ses coéquipières à l'issue d'une course en aviron, je vais me jeter moi aussi à l'eau. Ce que je voulais montrer par ça, c'est que cette tradition, on le voit ici, elle est appliquée par une équipe de femmes. C'est une tradition qui était à l'origine masculine et c'est souvent comme ça. Donc très souvent dans l'histoire du sport, on a transposé des pratiques masculines vers le sport féminin. Mais ce n'est pas systématiquement le cas et nous verrons à la fin de l'exposé qu'il y a des situations où justement on n'a pas observé ce même transfert. Alors ça c'est la phrase clé dès lors qu'on parle de sport féminin. On la doit au baron, il l'a écrite en 1912 alors qu'il était à Stockholm et je vous laisse lire sa déclaration. Donc une olympiade femelle, ça c'était les mots de l'époque, mais donc est impratique, inintéressante, inesthétique, incorrecte, etc. Et les jeux sont pour les hommes et les femmes ont pour mission de couronner les vainqueurs et basta. Ce qui vaut à Pierre de Coubertin, avec le recul des années, de passer pour un vrai machiste de la pire espèce, ce qui n'était pas. Je me suis déjà brouillé avec un tas de monde en défendant cette thèse, mais non, en fait, Pierre de Coubertin, il faut le savoir, a vécu autour de femmes. Il a été élevé par sa mère, il adorait sa sœur, il a eu une fille, Mademoiselle Renée, dont il s'est beaucoup occupé et qui a malheureusement sombré dans la folie. Mais bref, c'était on pourrait dire un homme à femme et il nie pas, enfin plus exactement, il ne dénie pas aux femmes le fait de pouvoir pratiquer le sport. C'était la compétition qui lui posait problème. C'est vraiment la compétition. Il fait un distinguo entre la pratique du sport féminine qu'il pouvait encourager, le cas échéant. Il avait voyagé en Angleterre et aux États-Unis, il avait vu des sportives et donc il a des écrits. Bon, on trouve tout dans ses écrits. Il faut dire qu'il a tellement travaillé qu'on trouvera tout et son contraire. Mais enfin, il y a des écrits où il encourage les femmes à faire, pas du foot, parce que ça, il trouvait que c'était vraiment pas un sport féminin, mais de la course, de la gym, de l'aviron, de la boxe, ça c'est déjà plus curieux. Et puis il a parlé aussi du korfball, korfball étant une sorte de basket, et nous verrons plus loin, on va retrouver d'ailleurs la trace de ce sport, parce que c'est ça, une des rares disciplines à être pratiquée en équipe mixte. Donc on peut s'interroger sur le pourquoi de son aversion pour la compétition féminine. Et puis moi, là, j'identifie deux raisons principales. La première, c'était sa passion pour le sport grec. Or, on sait qu'aux Jeux olympiques antiques, c'était d'ailleurs vrai aussi pour ceux de l'isthme de Corinthe, de Némée ou de Delphes, mais il n'y avait pas de compétition féminine. Et plus que ça encore, il n'y avait pas dans l'assistance de participation féminine. Donc les femmes étaient interdites des Jeux. Quoiqu'en réalité, c'était seulement les femmes mariées qui étaient interdites des Jeux. Donc les jeunes filles, elles pouvaient y aller. D'ailleurs, ça devait être assez chouette parce que les athlètes se déplaçaient à travers toute la Grèce pour se rendre sur le site de célébration des Jeux, par exemple Olympie. Et donc c'était des bandes de jeunes, ça devait être vraiment chouette pour eux, qui traversaient tout le pays, qui traversaient des conflits, puisque eux, il y avait cette fameuse trêve olympique, on leur permettait d'aller à Olympie. Et donc là, il y avait des jeunes filles. Et il semblerait que à Olympie, il y avait aussi des prostituées. Donc ce n'était pas toutes les femmes qui étaient interdites de jeu, c'était seulement les femmes mariées. Et ça n'a pas été vrai tout au long de l'histoire, puisque cette règle a été adoptée en cours de route. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs. Et une des raisons, c'est que les compétitions se faisaient nues chez les athlètes. Et peut-être on redoutait que les femmes mariées mettent le corps de ces athlètes dans la balance avec celui de leurs époux, et donc ça aurait été une des explications. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Toujours est-il que
la sanction prévue pour celle qui était surprise dans l'enceinte des Jeux était très sévère puisqu'elle devait être précipitée dans le vide du haut du rocher Tipaillon. Le rocher Tipaillon était comme une falaise près d'Olympie. Et ceci dit, dans toute l'histoire des Jeux, bon, des Jeux antiques, 1000 ans tout de même, on n'a pas le récit d'une seule exécution. Hein, donc il semblerait que ce soit plus formel qu'autre chose. Et pour clôturer sur la question du sport féminin en Grèce antique, en fait, il n'y avait pas de femmes aux Jeux olympiques, c'est vrai, mais il y avait des Jeux héréens qui leur étaient réservés, donc en hommage à Héra. Et là, c'était en l'occurrence, c'était des Jeux spécifiquement réservés aux femmes. Donc, peut-être la première raison de l'hostilité de Coubertin au sport olympique, à la participation des femmes aux Jeux olympiques, puise là, donc dans l'Antiquité. Une deuxième raison, c'est qu'au XIXe siècle, on avait vraiment l'impression que les femmes étaient par nature, par constitution, elles n'étaient pas faites pour faire le sport et on promettait les pires choses à celles qui transgressaient cette règle. On disait que si elle faisait de la course à pied, par exemple, eh bien, elle deviendrait stérile. Puis après, on a dit que si elle ne devenait pas stérile, de toutes les façons, elle ne pourrait pas enfanter par les voies naturelles. Et puis après, si peut-être elle pourrait tout de même enfanter par les voies naturelles, mais certainement pas nourrir l'enfant au sein, et ainsi de suite. On a érigé un tas d'interdits sans le moindre argument scientifique à la clé, et ça valait pour toutes les disciplines. On disait que la bicyclette était dangereuse parce que la position en selle déclenchait chez les femmes des pulsions sexuelles incontrôlables qui les rendaient dangereuses pour elles et pour les autres usagers de la voirie. Enfin, plein de choses étaient érigées en vérité sans que l'on se soucie beaucoup de savoir si ça correspondait à une réalité physiologique. Et bien sûr, dans ces cas-là, on regardait le spectacle sportif, en l'occurrence, à travers le prisme de ce que l'on pensait déjà, et on voyait tout le temps des confirmations de ces préjugés. Il y a un exemple célèbre, c'est celui-ci. Attendez, c'est celui-ci. Ah, mais non. Enfin, bon, je pense avoir la photo. Un exemple célèbre, c'est la finale du 800 mètres aux Jeux d'Amsterdam en 1928. Et ce qui s'est passé à la fin de la course, ce qui arrive souvent d'ailleurs à la fin d'un 800 mètres, surtout en heptathlon, c'est que certaines concurrentes étaient vraiment fatiguées et se sont couchées par terre. Ça a été décrit comme un spectacle lamentable, catastrophique. C'était la preuve en fait que les femmes étaient véritablement pas faites du tout pour des efforts de ce type-là, alors que c'était simplement la preuve qu'elles avaient été à fond, et des spectacles comme celui-là, on en trouve aussi beaucoup chez les hommes. Et donc, cette finale du 800 mètres, encore aujourd'hui, on trouve dans des manuels historiques une description comme vraiment un spectacle lamentable, alors qu'en réalité, il n'était pas du tout. D'ailleurs, on a des images de cette course et qui n'avaient rien d'exceptionnel. Et on a retrouvé, c'est amusant d'ailleurs, parce qu'on a retrouvé avec des décennies de retard, un peu la même situation à l'époque des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Parce que donc, à Amsterdam en 1928, pour la première fois, il y a des femmes dans le stade qui se livrent à des compétitions contre l'avis du baron, mais enfin, il n'était pas là et donc on avait outrepassé ces recommandations. Et puis en 1984, c'est le premier marathon olympique. Donc jusque-là, les femmes étaient interdites de marathon, hein, et puis de marathon olympique jusqu'en 1984. Et arrive la Suissesse Gabrielle Andersen, qui est épuisée, comme ça arrive parfois à la fin d'un marathon. On trouve ça chez les hommes aussi. Elle met, je crois, 5 minutes pour faire son dernier tour de piste. Et on a retrouvé, donc à 60 ans d'écart ou presque, on a retrouvé les mêmes arguments selon lesquels vraiment les femmes n'étaient pas du tout aptes à courir des marathons. Et que surtout, il fallait adapter la pratique féminine à la réalité physiologique. Ici, je vous ai mis une image de Darwin parce que il y a donc ces deux motivations profondes chez Pierre de Coubertin et son hostilité au sport féminin qui se motive tantôt par le fait de vouloir se calquer sur les jeux de l'Antiquité, tantôt par
cette opinion très largement répandue dans la société du 19e siècle, qui était que les femmes n'étaient pas faites pour faire du sport. On est aussi à la fin d'un siècle qui a été entièrement bouleversé par la parution du fameux livre de Darwin, De l'origine des espèces, où l'on a compris que les espèces ont évolué au cours des millénaires et on a gardé comme idée force la survie du plus apte. Mais il y a une autre notion qui est présente déjà chez Darwin et qui a commencé aussi à percoler dans les esprits, c'est le principe de reproduction. Et donc, en somme, il y a aussi une évolution qui est dictée par le choix des reproducteurs. Or, en l'occurrence, mâles et femelles, c'est vrai pour toutes les espèces, ne partent pas du tout avec les mêmes stratégies. Disons que la femelle, elle investit énormément dans la reproduction. Déjà, elle n'a pas beaucoup de gamètes, hein, pas beaucoup d'ovules. Elle va porter la progéniture, elle va s'en occuper. Parfois, c'est le cas aussi pour certaines espèces, pour les mâles, mais pas pour toutes. Et donc, elle va énormément investir d'énergie, d'attention, de temps et un peu de sa santé aussi dans le fait d'élever des enfants. Pour les mâles, dans beaucoup d'espèces, la situation est tout à fait différente. Des gamètes, ils en ont à l'infini. Certains s'investissent pas du tout dans l'éducation. Et donc, le calcul pour les femelles et le calcul pour les mâles n'est pas le même. Les femelles ne peuvent pas se tromper, si vous voulez, tandis que les mâles, s'ils se trompent, en l'occurrence, dans bien des cas, c'est pas très grave. Du coup, c'est les femelles qui choisissent. C'est presque une constante dans la vie animale. Les femelles choisissent les mâles et elles les choisissent sur la base de différents critères et souvent de compétition. Donc très souvent, il arrive qu'il y ait des concours de chant chez les oiseaux, des combats de cerfs, il y a toutes sortes de prouesses dont les mâles se rendent responsables. Tout ça dans l'idée d'attirer l'attention des femelles et d'être choisis comme le reproducteur. Alors, dans ces combats de mâles, il n'est pas question de tuer l'autre. Ça peut arriver dans certaines situations relativement rares, ça peut arriver. Mais sinon, non. Le but, c'est simplement d'attirer l'attention des femelles. Et de ce fait-là, on peut dire que ça ressemble très fort au sport. Il n'y a quand même pas beaucoup de sports où le but est de tuer l'autre. Il n'y en a pas en fait. Parfois, ça peut arriver dans dans le cadre d'un accident. Mais sinon, le but, c'est simplement surclasser l'autre, le surpasser. Et donc, cette notion de compétition sportive qui sert à la sélection des femelles, eh bien, a été tout à fait déterminante tout au long de la perception en fait du sport féminin et en l'occurrence ici du sport qui serait l'apanage des mâles. Je vous ai mis cette image pour montrer que la façon de se distinguer des femelles existe dans la nature sous bien des choses différentes. Et voilà, on retrouve là en fait un des archétypes du sport du 19e siècle, c'est-à-dire que celui qui s'illustre dans le sport, eh bien, sera récompensé. Alors ici, en l'occurrence, par l'admiration des femelles. Je sais que c'est très stéréotypé, mais il faut savoir que ça a occupé beaucoup l'esprit, d'ailleurs encore aujourd'hui, et ça pose débat puisqu'il y a des courses, notamment en Belgique, où on a fait le contraire pour des courses féminines. On a fait en sorte que la lauréate soit embrassée par deux hommes plutôt que cette image traditionnelle. Ça a été donc un vrai long combat et on a petit à petit permis donc l'avènement d'un sport féminin avec des tas d'idées reçues qui ont perduré pendant très longtemps sur la bicyclette, sur l'incapacité des femmes à soutenir des efforts longs. Voilà l'image que je cherchais tout à l'heure, celle du 800 mètres féminin des Jeux d'Amsterdam. Et avec des arguments qui viennent un petit peu après Pierre de Coubertin, mais qui sont quand même extraordinaires. Là, en l'occurrence, c'est un certain Ludwig Prokop, qui était donc dans la commission médicale du Comité international olympique dans les années 70, et qui donc nous explique que le sport enlaidit la femme, raidit son corps, rend sa voix plus grave, qui fait pousser la moustache et la barbe, ce dont je ne m'étais jamais aperçu pour moi-même, mais il est vrai que je ne suis pas une femme. Mais donc, on a là une
une représentation du sport féminin qui est de façon assez amusante d'ailleurs, ça date des années 60, c'est qu'en réalité, plutôt que de pointer le sport comme cause de tous ces changements morphologiques, il aurait été mieux inspiré de parler du dopage, puisque dans les années 60, ça a duré quelques temps, mais on se dopait beaucoup avec normalement notamment de la testostérone. Or, la testostérone transforme les hommes, on le sait, mais elle transforme encore plus les femmes avec toutes les modifications qui sont énumérées ici. Donc, plutôt que le sport, il aurait fallu incriminer le dopage, mais ça, ce n'était donc pas dans l'esprit de Ludwig Prokop. Ce qui fait qu'au bout du compte, on a un dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes. Donc les femelles, de façon générale, dans le monde vivant, choisissent les mâles. Bon, chez les humains, c'est un petit peu plus complexe. On va voir pourquoi dans ce qui suit. Mais globalement, ça, c'est un moteur du dimorphisme sexuel. Donc, il n'est pas énorme dans notre espèce, mais il existe quand même. Et lorsqu'on parle de sport, en général, on établit que les performances masculines sont entre 10 et 15%, ça dépend un peu des disciplines, supérieures aux performances féminines. Donc sur un 100 mètres, grosso modo, les meilleures femmes courront en 11 secondes, les meilleurs hommes courront en 10 secondes, hein, je schématise. Et c'est vrai pour presque toutes les disciplines. C'est plus vrai quand il s'agit du haut du corps, par exemple dans les sports de lancer. Là, la différence avoisine plutôt les 20, 30, même 40%. Et puis, c'est moins vrai quand il s'agit d'épreuves d'ultra-endurance. Et il arrive même parfois dans des courses qui se font sur plusieurs dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres, il arrive que le classement scratch soit remporté par des femmes. De la même façon qu'on a eu par le passé le record de la traversée de la Manche qui a été lui aussi détenu par des femmes. Donc, quand la question de la compétition se joue sur des questions de stratégie, d'économie gestuelle, de résistance à la douleur, de gestion de son alimentation, de résistance aux variations thermiques, tout ça, là, disons que les hommes et les femmes sont à égalité, mais dans la plupart des sports, il y a quand même un avantage relativement marqué pour les hommes. Pourtant, ça n'a pas empêché, tout au long du XXe siècle, ça n'a pas empêché la progression du sport féminin. Et là, il y a quelques faits marquants que je voulais mettre en avant. C'est notamment la guerre 14. Alors, c'est quelque chose d'assez connu, mais quand les hommes sont partis au front, il a fallu les remplacer dans les usines, notamment les usines d'armement. Et on a eu une génération d'ouvrières qu'on a appelées des munitionnettes, parce que c'était elles qui étaient responsables de fabriquer les munitions et notamment de manœuvrer ce TNT qui était une vraie saloperie, un vrai poison, et qui avait notamment le fait qu'elles avaient des dents très fragiles, donc elles se cassaient les dents, elles avaient des urines toutes noires, elles avaient... vraiment, elles ont payé la peau aussi, on les appelait les femmes canaries parce que leur peau était jaunie par le contact du TNT. Et donc, elles ont beaucoup souffert dans ces usines. Et un petit peu comme palliatif de toutes ces souffrances, elles ont adopté des pratiques sportives qui étaient auparavant seulement masculines. Et notamment, elles se sont mises à jouer au football. Donc, pendant les trêves, dans les usines, on organisait des petits matchs de foot, d'abord dans la cour des usines, et puis entre les différents services, et puis entre les usines entre elles, etc. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Il n'y avait pas beaucoup de compétitions masculines avaient été arrêtées, et donc ces compétitions féminines ont attiré l'attention. Et on a, dans les années 10, mais notamment les années de guerre, des matchs qui sont organisés au profit des blessés sur le front, qui se jouent devant des milliers, même des dizaines de milliers de spectateurs. Donc le foot féminin a une première phase d'engouement formidable à l'issue de la mondiale. Arrive l'armistice, pas tout de suite après l'armistice, mais dans les années qui suivent, les hommes reviennent dans les foyers et beaucoup sont
offusqués de voir les changements sociétaux et notamment cette adoption de leur sport, donc le foot, par leurs épouses. Et là, on assiste à un phénomène tout à fait incroyable dans les fédérations, mais on a vraiment blacklisté le sport féminin. Il y a un tas de décisions qui sont prises, notamment en Angleterre, en France, où on exclut les équipes féminines. Ceux qui voulaient organiser des matchs malgré tout se faisaient répondre qu'il n'en était pas question et que les femmes allaient abîmer la pelouse. Ce sont des arguments qu'on a utilisés. Donc à l'époque, il ne fallait pas abîmer les pelouses. On peut aller même plus loin. Encore sous le gouvernement de Vichy, le football a été déclaré comme étant un sport nocif aux femmes. Et puis le plus incroyable de tout, c'est au Brésil, un sport pays de foot par excellence. Et bien là, les femmes ont été interdites de jouer au foot jusqu'en 1979, donc c'est pas si vieux. Et petit à petit, le football a retrouvé droit de cité, il est sorti timidement des limbes et on a donc pu relancer des championnats. Mais c'est quand même beaucoup plus récent. Donc la Coupe du Monde féminine, elle est à sa 8e édition et on est à 21 pour les hommes. Donc ça montre bien la difficulté qu'a été l'émergence d'un sport féminin, ici en l'occurrence le football. Cette personne que vous voyez là s'appelle Patsy Ming, elle est sénatrice de l'État d'Hawaï et elle a eu un rôle déterminant dans le changement des mentalités par rapport au sport féminin parce qu'elle est à l'origine de ce qu'on appelait le Title IX. Alors je vais essayer de résumer la chose, mais il se trouve qu'aux États-Unis, donc l'accès à l'université est très cher. Hein. Le minimum qu'on doit payer pour une inscription, c'est $15 000. Et beaucoup de familles ne peuvent évidemment pas se le permettre. Et donc, de ce fait-là, on essaye pour l'étudiant de décrocher une bourse scolaire. Et s'il excelle dans quelque matière que ce soit, il a de grandes chances de l'avoir. Il y a beaucoup d'étudiants boursiers aux États-Unis. Mais Patsy Ming avait pointé du doigt une vraie injustice, c'est que dans le sport, on pouvait obtenir des bourses, c'était relativement facile, je ne dirais pas, mais en tout cas possible pour ceux qui étaient doués, notamment dans les 4 sports majeurs, donc le basket, le football américain, le hockey et le baseball, mais il n'y avait pas d'équivalent féminin à ces 4 disciplines-là, hormis le basket où les femmes pouvaient jouer, mais disons, il n'y avait pas de possibilité pour les sportifs doués de décrocher aussi facilement un scholarship, donc une bourse d'études, que pour les sportifs. Donc il y avait discrimination, il y avait véritablement une injustice qui leur était faite. Et donc elle a fait en sorte de faire changer la Constitution, d'où l'utilisation de ce titre Title IX, et de faire en sorte que les universités distribuent autant de bourses aux féminines qu'aux sportifs. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de sport féminin. Bon, le baseball, il y a un équivalent féminin qui s'appelle le softball, qui s'est développé beaucoup grâce à ce Title IX, qui date de 1972, hein, je ne l'ai pas dit, mais donc une bonne cinquantaine d'années, une petite cinquantaine d'années. Et donc, il a fallu faire la promotion de sport féminin. Alors le softball est venu comme alter ego au baseball. Il y a eu un hockey sur glace féminin, mais qui n'a pas encore vraiment beaucoup pris. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles le soccer, c'est comme ça qu'on a baptisé notre football aux États-Unis, mais donc le soccer s'est beaucoup développé chez les femmes parce que ça permettait d'obtenir des bourses. Et donc on a eu des équipes de footballeuses brillantes qui venaient des États-Unis, qui ont d'ailleurs plusieurs fois remporté la Coupe du Monde. Et c'est beaucoup grâce à ce fameux Title IX. Mais ici, je voulais en fait montrer que le sport féminin, c'est calqué sur le sport masculin. Dans beaucoup de disciplines, on a simplement fait un copier-coller de ce qui existait chez les hommes. Mais il y a quand même quelques différences. Et notamment, il y a 3 sports sur lesquels je pourrais attirer l'attention, ou plutôt plus exactement 2, parce que le 3e, il a été admirablement présenté par la précédente conférencière, mais c'est évidemment le roller derby. Mais donc les 2 autres, mais ça c'est du korfball. Donc le korfball, c'est un sport qui est assez bien populaire en Hollande et qui est une sorte de basket, mais qui présente
la spécificité d'être joué par équipe mixte. Et donc, c'est intéressant, ça donne une nouvelle image du sport féminin. C'est la même chose pour l'Ultimate Frisbee. Alors là, bon, là, toutes les compétitions ne sont pas mixtes. Il y a des compétitions hommes, femmes et mixtes, mais c'est plutôt celles-là qui ont le plus de succès. En gros, l'idée, c'est un frisbee, mais les règles ressemblent un petit peu à celles du foot américain, sauf qu'il n'y a pas de contact. Mais donc, le principe, c'est de réceptionner le frisbee derrière la ligne d'en but. Et donc, à ce moment-là, on marque des points. Et bien là encore, ce sont des équipes de 7, mais dans les équipes de 7, du moins dans les compétitions mixtes, il faut qu'il y ait au moins 3 filles. Autre particularité de ce sport, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. Donc, c'est intéressant, c'est les joueurs eux-mêmes qui arbitrent les actions de jeu. Et puis voilà pour le roller derby, comme ça on est bien dans la continuité de la présentation précédente. Et voilà, et je terminais avec cette belle image de sport féminin pour vous remercier et puis dire que je suis évidemment tout disposé à répondre aux questions. Alors, il y a une question qui est apparue tout au début de ces exposés, tout au début de la journée, qui c'est peut-être le moment de la poser maintenant. Je vais vous la lire. C'est un enseignant qui a un cours sur la diversité culturelle et genre. Je constate que beaucoup de lectures placent la femme dans son rôle principal et dédié, celui de prendre soin du foyer, d'être en cuisine. On dirait donc qu'on lui bloque l'accès aussi au monde du sport. Dans sa vocation de femme au foyer, elle n'aurait pas droit à la détente. Cela peut venir de là aussi. Souvent, les conceptions originelles, ou plutôt les stéréotypes de base, jouent le rôle de garde-fou dans le sens négatif. Voilà, une remarque qui sollicite vos réflexions sur ce sujet. Oui, ça me fait penser au livre que je suis en train de lire, qui vient de sortir, qui s'appelle « La femme préhistorique était aussi un homme » et qui montre de façon intéressante que, en fait, on perçoit la société toujours en fonction de ses préjugés. Et donc, on était tellement persuadés de la faiblesse congénitale des femmes pendant toute une longue partie de l'histoire, qu'on la voyait partout en somme. Et cette interdiction qui était faite, bon, qui n'était pas toujours formelle, hein, mais qui était quand même dans les faits la règle de la pratique sportive féminine, repose sur quelque chose qui était purement de l'ordre du parti pris et du préjugé. Je crois que c'est toute l'histoire du sport féminin vient de là, c'est qu'on a vu donc le développement de ce sport à travers le prisme de ce dont on était déjà convaincu. Alors, quelqu'un nous fait remarquer que les changements viennent généralement de l'extérieur du sport, mais chaque fois à l'initiative d'une personne particulièrement motivée. Est-ce que c'est une fatalité ? En tout cas, pour ce qui concerne Pat Semming, ça c'est vraiment intéressant parce que donc le développement du foot, pas seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, a véritablement suivi, avec un décalage de quelques années, mais il a suivi un changement de législation aux États-Unis. Donc là, en l'occurrence, ça vient effectivement ça vient pas du monde du sport, ça vient ici d'une décision politique. Une décision politique qui aurait dont la défenseuse aurait utilisé le sport comme argument. Non, pas vraiment. Elle luttait contre une discrimination. Hein. Donc, en fait, elle luttait contre le fait que les filles avaient un moindre accès aux universités. Et donc, c'est parti de là. Mais il y a eu une cascade de conséquences qui fait que il a fallu à ce moment-là développer un sport féminin universitaire et donc on a mis en avant des disciplines. C'est assez amusant. Moi, j'étais donc aux États-Unis en 1980. J'ai fait une année d'études là-bas et très clairement, on voyait que on voulait pousser des pratiques féminines. Le volley, par exemple, qui n'était pas un sport très très pratiqué, du moins chez les garçons, et ben il est devenu chez les filles. Donc le volley et le football étaient des sports beaucoup plus féminins à l'époque aux États-Unis que chez nous. Et donc c'était vraiment intéressant. On a cherché quelle discipline pouvait être mise en avant. Alors, Alice fait remarquer que les recherches éthologiques aujourd'hui remettent en cause la question des femelles qui choisissent les mâles sur des critères de compétition dans le mode animal.
Elle dit, en effet, les recherches ont été pratiquées avec des biais provenant des éthologues, en grande majorité des hommes. Lorsque les éthologues sont des femmes, les conclusions de ces théories sont différentes. C'est vrai, non mais c'est vrai. Mais c'est pour ça, bon, je peux avouer quelque chose. En fait, je me suis trompé de préparation. J'avais une autre présentation PowerPoint et puis quand je l'ai lancée, je me suis aperçu que j'avais pas lancé la bonne. C'est pour ça que ça semblait peut-être un petit peu hasardeux parfois. Et j'en ai deux qui étaient intitulés de la même façon. J'ai pas choisi la bonne et j'ai pas voulu tout bloquer à cause de ça. Mais effectivement, c'est vrai. Donc, dans la présentation, à un moment, je voulais aborder cette question-là avec l'exemple des phalaropes. J'adore cet exemple parce que donc les phalaropes, c'est une espèce de bécassine, quoi, un oiseau. Et là, tout est inversé. Chez les phalaropes, c'est les femelles qui se battent pour protéger le territoire, c'est les mâles qui sont au nid, qui couvrent les œufs, c'est les femelles qui sont agressives, etc. Donc c'est pour dire qu'effectivement, dans la nature, il y a tout et son contraire. Et en plus, ça évolue. Donc, ici, bon, schématiquement, l'engagement, l'investissement des femelles et des mâles n'est pas le même. Ça, je crois que ça reste quand même une règle qui est assez déterminante. Mais sur base de cette règle-là, oui, alors après, on trouve un tas de développement et plus on progresse dans ces connaissances et plus on est parfois surpris de l'ingéniosité de la nature. Alors, puisqu'on est dans les rôles traditionnels des femmes et des hommes, je vais poser une question. Qu'en est-il donc, il y a le sport féminin, c'est pas mal développé. Nous avons des sportifs professionnels à l'heure actuelle. Qu'en est-il des congés de maternité, de la protection de la maternité chez les femmes sportives professionnelles? Ça fait l'objet pour le moment d'un gros débat aux États-Unis parce que donc il existe des bourses d'études, hein, comme je le disais, mais qui sont conditionnées bien entendu au fait d'être en activité. Et donc on a eu des cas de sportifs, de basketteuses notamment, qui cachaient leur grossesse pour pouvoir continuer à jouer et pour qu'on ne suspende pas leur bourse d'études. Je crois que je pense, enfin je ne suis pas au fait des derniers rebondissements, mais je pense qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. Mais enfin, c'était quelque chose qui était venu dans l'actualité, à moins que peut-être quelqu'un a des informations plus récentes, Pour les oui. bourses d'études, je ne sais pas, mais pour le football professionnel, j'ai vu que la FIFA avait un projet d'accorder un congé de maternité, l'équivalent d'un congé de maternité aux joueuses qui durerait 18 mois, 8 mois avant la naissance, 10 mois après, pendant lequel les clubs ne pourraient pas les remercier sur base de déclaration de leur grossesse et organisant notamment leur remplacement, donc permettant de prendre une autre joueuse indépendamment des conditions d'ouverture de marché des joueuses. Il y a aussi des réactions par rapport aux sponsors qui suspendaient, donc comme les universités suspendaient le soutien aux professionnels en fonction de leur performance. Et donc là, ça pose le problème, c'est après une naissance, il fallait revenir au même niveau de performance pour avoir le même niveau de soutien, ça posait problème. Il y a eu une athlète américaine, Allyson Felix, qui a quitté son sponsor Nike à l'époque parce que Nike pratiquait comme ça. Elle l'a quitté avant de déclarer qu'elle était enceinte et Nike a changé de politique depuis. Et donc protège, j'ai envie de dire, le statut de la femme jusqu'à 10 mois après la naissance. Je pense qu'en tennis aussi, les joueuses ont un classement protégé pendant un certain temps après la naissance d'un bébé, comme en cas de blessure. Mais c'est un problème, effectivement, que les femmes expérimentent dans le sport professionnel et que les hommes ne vivent pas. Je regarde si nous avons encore d'autres questions qui seraient arrivées pendant que je parlais. Je vous les mets sur le site. Une question que je trouve fort intéressante qui vient d'apparaître. Est-ce que les sportifs masculins acceptent facilement leurs condisciples féminines? Par exemple, alors je ne sais pas du tout. David Douillet, judoka et ancien ministre des Sports, a
dit-il, a dit, il semble à la personne qui nous pose la question, que les femmes avaient leur place dans le foyer et pas sur les tatamis. Le vilain. Non, il y a plein, hein, il y a plein d'avis comme ça. Je me rappelais de Marc Madiot qui était très hostile au cyclisme féminin. Mohamed Ali, quand sa fille Leila Ali a décidé de faire de la boxe, il l'a déconseillé. Et puis il a changé d'avis. Donc bon, très souvent, en fait, il y a beaucoup d'ignorance aussi. Donc on s'imagine pas du tout ce que peut être le sport féminin. Et puis bon, enfin, tous n'y ont pas beaucoup réfléchi. Pour David Douillet, je sais pas, mais Marc Madiot, je sais que j'en avais discuté avec lui. Ben, il avait simplement transposé son expérience du sport avec son pendant féminin, et puis il avait trouvé, mais sans trop y réfléchir. D'ailleurs, je suis presque persuadé qu'il a changé d'avis depuis lors. Donc, à mon avis, enfin, ce sont des prises de position, mais qui reposent souvent sur très peu de réflexion. C'est de plus en plus rare aussi, hein. Donc, ici, actuellement, il y a quand même peu de gens qui maintenant tiennent ce même genre de discours. Alors, une dernière question qui est apparue. Je sais que c'est quelque chose qui était prévu au départ dans le programme qu'on avait choisi pour aujourd'hui. Et puis, le changement de votre exposé a changé de sujet. Quelqu'un nous dit, on n'a pas entendu parler d'homosexualité comme prévu au programme. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de l'homosexualité dans le sport? En fait, là, en l'occurrence, elle est très différemment acceptée selon qu'on est un homme ou une femme. L'homosexualité féminine est relativement répandue et assez bien acceptée de façon générale, alors que l'homosexualité masculine, elle reste complètement taboue, en dehors de quelques îlots d'exception. Par exemple, dans le patinage, on a quelques champions qui ont révélé leur homosexualité, mais sinon, c'est vraiment, vraiment tabou. Et bon, on peut essayer de comprendre pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que l'homosexualité féminine fait preuve de moins de tabou? Ben, probablement parce qu'elle est répandue, et probablement aussi parce que certains codes de domination qu'on trouve dans le sport conviennent finalement assez bien à des profils sportifs. Pour les hommes, ce qui pose problème dans l'homosexualité masculine, c'est que bon, le sport, c'est très tactile, hein. Quand on marque un but en foot, on se jette dans les bras l'un de l'autre, et puis après, tout le monde prend sa douche ensemble, etc., etc. Et donc, la grande peur, à mon sens, la grande peur de l'homosexualité, c'est qu'on introduise une notion dans cette sorte de fraternité d'armes là, on introduise quelque chose qui pourrait à ce moment-là mettre en péril tout cet aspect charnel. C'est ça qui dérange terriblement dans le sport masculin, c'est que on ouvre la porte à quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit, en fait. Et c'est une très mauvaise connaissance de l'homosexualité. C'est de penser que tous les homosexuels sont des prédateurs, mais c'est en tout cas la peur qui régit et qui explique cette crainte de l'homosexualité dans le sport masculin. Effectivement, quelqu'un faisait la remarque, les vestiaires du foot. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment, c'est idiot, hein, quand on y réfléchit, parce que il n'est pas question de changer la nature des relations au sein des équipes dès lors que l'un ou l'autre joueur parlerait de son homosexualité, mais c'est en tout cas la raison de l'interdit. Enfin, l'explication de cet interdit. Je ne sais pas si je peux poser une question. Oui. Je réagis parce que je vois qu'Anaïs Boyon a aussi fait des commentaires sur la lesbophobie qui est quand même assez présente, même si en fait les sports collectifs ou pas sont des milieux où les femmes ont pu exprimer ou en tout cas vivre leur homosexualité, mais la lesbophobie reste quand même présente. Et moi je voulais parler aussi des clichés qui vont avec le fait d'être lesbienne, donc de ne pas correspondre aux normes, aux canons de son genre. Ça a quand même des impacts sur les carrières des sportives, notamment sur les sponsors.
Voilà, il y a pas la même vision de la part du public. Et par contre, quand on a des sportifs qui correspondent en plein au canon et au fantasme hétérosexuel, je pense à Anna Kournikova, qui n'a pas fait une carrière exceptionnelle, mais qui par contre avait des sponsors à tour de bras. Donc, il y a quand même si l'acceptation de fait est un peu engendrée par la fréquence, ça reste pas facile, quoi. Non, c'est vrai, mais ce serait beaucoup plus difficile, je crois, encore de parler d'homosexualité chez le sport masculin. C'est pas le même statut, oui. Et pour Anna Kournikova, oui, c'est vrai, elle a été la joueuse la mieux payée, alors qu'elle n'était certainement pas la numéro 1. Mais on a aussi l'équivalent chez les hommes avec David Beckham moche, n'aurait jamais eu la carrière qu'il a eue. Donc, il n'y a pas autant de différence que ça dans le sort des sportifs, selon féminin ou masculin. Après, j'avais une petite remarque quand même sur les commentaires qu'on peut faire sur la plastique des sportifs. J'avais lu, mais ça remonte à bien une dizaine d'années maintenant, un commentaire sur Maria Sharapova, d'un journaliste, qui faisait un article sur les cris que pouvaient pousser les joueurs de tennis en jouant, et qui disait que c'était... que quand on voyait Maria Sharapova, on pouvait voir qu'une chose, c'était s'imaginer au lit avec elle. Et c'était une phrase qui m'avait assez marquée. Mais maintenant, tout le monde crie, donc on va pas moins de s'imaginer au lit avec tous les joueurs et toutes les joueuses. Mais donc, oui, elle a été... Monica Seles avait commencé, je pense, à pousser des cris. Et, c'est vrai que ces cris, c'est vrai que c'est assez énervant. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récemment de suivre un match de tennis en direct. Bon, ben, on se demande parfois s'il n'y a pas un petit peu d'intox aussi et si on ne surjoue pas la frappe en hurlant comme si ça permettrait à la balle de passer plus vite. Je pense qu'on pourrait s'en empêcher. Bon, après, c'est pas interdit. Elles crient si elles veulent et ce journaliste imagine ce qu'il veut lui aussi. Si je peux faire un commentaire pour avoir pratiqué beaucoup de tennis, le cri, c'est aussi une façon de dominer l'adversaire, de s'imposer sur l'adversaire. Ce qui était dérangeant dans la phrase que vient de me rappeler Perrine au sujet de Maria Sharapova, c'est ce qu'en faisait le journaliste. C'était l'image qu'il donnait de la sportive. Donc il ne disait pas « elle veut dominer son adversaire, elle veut l'influencer », comme on a expliqué qu'à certains moments, Serena Williams, à la manière dont elle traversait, elle changeait de côté, elle voulait aussi influencer son adversaire et la dominer. Donc ce qui est dérangeant, c'est ce que le journaliste fait de la femme sportive. Je suis d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois qu'on va pouvoir trouver aussi des exemples dans l'autre sens. De plus en plus, maintenant, je suis même assez surpris parfois de voir les commentaires sur les hommes sportifs qui sont jugés à l'aune de leurs abdos, qui se font des calendriers où ils posent tout nus, qui font de la publicité pour des sous-vêtements. Donc, il y a une marchandisation des corps, les hommes et les femmes, et c'est vrai qu'elle est de plus en plus poussée avec de moins en moins de subtilité, dirait-on, mais c'est pas vraiment propre au sport féminin. Ça l'était peut-être plus par le passé qu'aujourd'hui. Donc, encore merci, Monsieur Goudgebeur, pour votre intervention.